Voilà, mesdames, messieurs, bonjour et bienvenue. Vous suivez Ziana TV, la chaîne de la diaspora. Nous sommes toujours en direct des locaux de l'ambassade du Congo à Paris, où dans quelques instants va avoir lieu la conférence de presse animée par Jean-Richard Bruno Itoi, ministre de l'Enseignement supérieur du Congo. Vous savez qu'il passe une matinée ici à Paris auprès des acteurs qui s'occupent de l'enseignement supérieur congolais afin de s'enquérir de la situation des étudiants congolais. Vous le savez aussi qu'il a pris ce ministère il y a à peine 2 mois. Il était important pour lui de venir ici à Paris, puisque Paris, c'est la capitale étrangère qui accueille plus d'étudiants congolais à travers le monde. Il était important pour lui de venir ici, rencontrer les acteurs, rencontrer le personnel afin de pouvoir trouver des solutions et proposer des pistes pour accompagner ces étudiants. Il a fini d'abord une réunion avec le personnel ici de l'ambassade, constituée par donc la PRI et le personnel OGS. Cette réunion permettra de mettre en place techniquement les solutions et les mesures d'accompagnement qui pourront faire en sorte que les étudiants et les stagiaires qui sont ici soient bien suivis et surtout mieux traités par rapport à leur situation sociale. Donc le ministre, pour lui, était très important de prendre ce temps et cette matinée de pouvoir discuter avec ces hommes et ces femmes qui accompagnent l'élite congolaise ici en France. Donc dans quelques instants, mesdames, messieurs, vous allez suivre avec nous cette conférence de presse. Je serai en compagnie de ma collègue Rosemary Bouboutou pour interroger Bruno Jean-Richard Itoi. Monsieur le ministre, vous avez fait ce matin la visite de l'OGS. Quel bilan faites-vous en fait en termes de matériel, d'effectifs et d'investissement également dans l'immobilier par rapport à cette visite que vous avez faite ce matin? Bon, si vous permettez, je vais simplement inscrire cette visite dans une prise de contact qui me paraissait nécessaire. Cela fait 2 mois que je suis en charge de l'enseignement supérieur au sein du gouvernement, du premier gouvernement de la Nouvelle République. Nous avons ici une structure qui a sous sa responsabilité la France, l'Europe de l'Ouest, l'Amérique du Nord. C'est sans doute l'essentiel de nos étudiants à l'étranger et qui se trouvent sous cette responsabilité. Il était normal que nous ayons une prise de contact au cours de laquelle j'avais à cœur surtout d'écouter pour comprendre comment ça fonctionne, comment ils sont organisés. Bien sûr, j'ai pu apprécier les conditions dans lesquelles ils sont installés et donc bien entendu, on voit que contrairement à ce que quelques opinions parfois n'hésitent pas à dire, il arrive que l'État congolais installe ses administrations et ses administrés dans les bonnes conditions. On n'en dira pas plus, mais tout le monde le sait. Pour ce qui concerne cette structure, j'en ai profité évidemment pour passer quelques messages. Qui dit Nouvelle République, dit nouvelle vision constitutionnelle, nouvelle vision institutionnelle, mais aussi nouveau projet de société avec des impératifs nouveaux, avec des paradigmes nouveaux. Et j'ai partagé avec eux celui de la rupture en ce qui nous concerne, notre responsabilité en tant que ministère en charge de la transmission du savoir, de la connaissance, mais aussi de structures en charge de la contribution à la formation des consciences, donc transmission des valeurs. Et puis nous avons beaucoup échangé sur comment nous pouvons inscrire le fonctionnement de l'OGS dans un certain nombre d'orientations stratégiques que nous avons déjà énoncées à Brazzaville et qui, bien entendu, les concernent. Donc, on a parlé de la mise en place d'une inspection générale de l'enseignement supérieur, on a parlé de la mise en place d'une agence nationale d'assurance qualité, donc forcément, ils vont être au cœur de cela. On a parlé de la mise en place d'un centre national des œuvres universitaires et sociales, et ça les concerne directement. Et ils devraient passer sous la responsabilité de ce centre le jour où il sera créé. Et ils ont été informés que nous avons déjà instruit qu'une équipe travaille sur la mise en place d'un fonds de développement de l'enseignement supérieur dont l'objectif sera d'essayer de promouvoir toutes les ressources qui peuvent aider au projet de la mise en place de l'enseignement supérieur de qualité, autre que celle du Trésor, y compris celle provenant de l'expertise que les universités, Marien Ngouabi aujourd'hui, Denis Sassou Nguesso demain, doivent développer en leur sein. Et puis enfin, nous avons échangé sur ce qui me paraît une ambition dont je souhaite que tout le ministère de l'Enseignement supérieur s'approprie. Il s'agit
de la responsabilité que nous avons de fournir à ce pays l'élite dont il a besoin. C'est notre responsabilité. Elle est spécifique à nous parce que nous sommes le dernier maillon du système national d'éducation. Elle est partagée bien sûr parce que nous recevons les enfants qui sont passés à travers les mailles de l'enseignement primaire et secondaire, technique professionnelle et aussi la formation qualifiante. Mais nous sommes supposés être ceux qui doivent finaliser et qui doivent parfaire tout ce qui doit concourir à ce que ce pays soit doté de l'élite, de pointe, de qualité, de haut niveau, sans laquelle il est inimaginable qu'un pays puisse avoir les ambitions que nous avons de devenir un pays émergent, un pays développé. Ça n'enlève aucun mérite à tous les autres acteurs, bien sûr. Cette responsabilité pour tous les autres cadres, acteurs du développement, elle est largement partagée, mais il se trouve que celle de la constitution d'une élite de qualité, elle nous met en première ligne. Et l'OGES, de mon point de vue, est sans doute le premier acteur qui doit intervenir dans cette ambition, non pas pour tous les aspects qui l'entourent, mais au moins pour être le meilleur interlocuteur des services centraux là-bas, à Brazzaville, pour être le meilleur interlocuteur des étudiants qui sont ici, le meilleur interlocuteur des étudiants qui veulent venir ici, des parents, des institutions qui ont besoin de former, pour que chacun soit suffisamment informé pour décider en toute connaissance de cause du meilleur choix qu'il faut proposer au meilleur de nos enfants. Voilà ce qui a constitué, on peut dire, le menu de la rencontre de ce matin. Vous avez évoqué l'excellence. Vous souhaitiez que Brazzaville puisse retrouver sa place de deuxième capitale éducative ou intellectuelle d'Afrique. Comment vous comptez mettre en place en fait ce plan très ambitieux? Alors nous allons faire deux choses concomitamment. La première, c'est inscrire les facultés dans ce qui est aujourd'hui le nouveau paradigme, c'est celui de l'adéquation formation-emploi. Bien sûr, les facultés doivent continuer à produire des enseignants dont le pays a besoin, non seulement ceux de l'enseignement supérieur, mais aussi, on ne le sait peut-être pas assez, l'enseignement supérieur forme des enseignants du collège et du lycée, et peut-être bientôt ceux de l'école primaire. Les facultés doivent continuer à produire des chercheurs, évidemment, c'est là-bas qu'a lieu l'initiation à la recherche. Mais aujourd'hui, l'évolution des sociétés, des projets de développement des différentes nations ont fait évoluer la faculté pour que de mieux en mieux, de plus en plus, elle s'adapte à cette exigence de participer à l'employabilité de ceux qui sont formés, y compris dans ce cadre relativement conventionné de la faculté, avec des relations améliorées avec les entreprises, le jeu des formations par alternance, avec des formations professionnelles spécialisées, avec des formations ciblées, avec aussi, pourquoi pas, de la formation à la carte pour les différents demandeurs de compétences. Mais nous allons, en même temps que, comme je l'ai dit, nous allons continuer à faire des facultés de support de l'enseignement supérieur. Nous allons faire en sorte que la filière école et grandes écoles nous reprenne sa place, qui de toute évidence n'est pas à la hauteur de ce qu'elle doit être dans notre système d'enseignement supérieur. Et à la fois les facultés et les écoles, et surtout les grandes écoles, doivent incarner l'excellence, d'une manière ou d'une autre. Mais bien sûr, nous en choisirons quelques-unes emblématiques, et nous l'avons déjà dit. L'ENAM doit redevenir ce qu'elle n'aurait jamais dû cesser d'être, conformément à ses textes fondateurs, c'est-à-dire le lieu où est formée la crème administrative du pays. L'ENSP, qui devrait devenir demain l'ESP à Denis Sassou Nguesso, doit devenir notre école polytechnique, c'est-à-dire là où se forment les plus grands ingénieurs de la nation. Il faut que une ou deux écoles de gestion, de commerce, jouent le rôle de grandes écoles de gestion dont ce pays a besoin pour former des managers. Et l'ENS qui existe aujourd'hui, où sont formés, on en parlait tout à l'heure, les enseignants du collège et des lycées, doit devenir l'équivalent de Normal Sup ici, c'est-à-dire où se forme la crème en matière d'enseignement et en matière de formateurs, et ainsi de suite. Et ainsi de suite. J'ai pris quelques exemples.
Donc nous allons essayer de travailler sur ces exemples entre guillemets emblématiques, mais la dynamique, je l'espère, va entraîner tout le système éducatif au niveau de l'enseignement supérieur et puis bien entendu au niveau général. Mais nous voulons aussi que pour les étudiants congolais qui sont à l'étranger, nous puissions créer les conditions pour qu'ils puissent accéder à ce qu'il y a de mieux et puissent y accéder de plus en plus facilement. Cela suppose qu'il y ait un travail de préparation, de filière d'excellence, depuis l'école primaire, le collège, le lycée. Quelques initiatives ont été prises par le président, avec le lycée de Mbunda, avec des classes d'excellence au lycée de Pointe-Noire. Bientôt, le lycée scientifique de Brazza, qui est fonctionnel, mais qui devrait démarrer de façon effective dès octobre. Et un autre lycée d'excellence à Oyo. Il faut qu'à travers ces initiatives, de vraies filières d'excellence par lesquelles ceux qui ont le plus haut potentiel du pays seront pris en main dans les conditions les plus adéquates, puissent accéder, y compris si à l'extérieur, bien sûr localement aussi, mais y compris si à l'extérieur, à ce qu'il y a de mieux. Il n'y a pas de raison que nous cherchions à la loupe les Congolais qui accèdent à ces enseignements de plus haut niveau mondiaux, reconnus comme tels, ici en France, aux États-Unis, en Angleterre, au Canada, en Chine ou ailleurs. Donc, voilà. Par tous ces mécanismes et par toutes ces démarches, je crois que petit à petit, nous allons faire de l'excellence une marque de fabrique congolaise et qui, je l'espère, lui permettra de reprendre sa place de co-capitale intellectuelle de l'Afrique francophone avec Dakar. Voilà, monsieur le ministre, vous parlez d'une marque d'excellence par rapport à Brazzaville, qui a déjà été il y a encore quelques années. Tout simplement, de la recherche là où vous étiez, à l'enseignement supérieur, il n'y a qu'un pas. Ça veut dire que vous connaissez déjà tous les problèmes qui s'opposent à l'enseignement supérieur du Congo. Dans quel état avez-vous retrouvé ce ministère? Mais je crois que j'aurais tort si je considérais que je vais avoir à tout faire. Je crois que beaucoup de choses ont été faites. Je voudrais citer le projet de construction de l'université de Nice à Sunguesso, inscrite résolument vers la science et la technologie et vers la modernité, qui devrait justement incarner ce que je viens de dire. À la fois l'excellence au niveau des facultés et le réengagement de tout le système de l'enseignement supérieur vers les écoles et les grandes écoles. Il en est prévu un certain nombre là-bas. Mais en même temps, il y a des choses qui ont été faites au niveau de l'université Marien Ngouabi, un certain nombre de travaux de construction d'amphithéâtres, d'installation de la scolarité, du rectorat, aussi, ainsi que quelques initiatives en matière d'accès à l'informatique, à la fibre optique. Nous allons consolider ces deux projets pour que concomitamment, parce qu'il n'est pas question qu'il y ait l'enseignement à 2 vitesses ou à 3 vitesses, concomitamment, il puisse être conforme à l'ambition d'aujourd'hui, donc de fournir à la nation les cadres de qualité, de fournir à la nation les leaders dont elle a besoin et d'inscrire Brazzaville dans la dimension qu'elle avait, cette dimension intellectuelle, francophone, que nous avons quelque peu perdue. Mais dans le même temps, je dois signaler que nous devons faire le même effort pour l'enseignement supérieur privé, qui occupe aujourd'hui à peu près la moitié des étudiants qu'on trouve à l'université Marien Ngouabi. Ce sont des Congolais. Ils doivent eux aussi avoir accès à un enseignement supérieur de qualité. Bien sûr, là-bas, la répartition des rôles n'est pas la même, puisque nous devons parler aux promoteurs privés, qui sont des entrepreneurs privés, de l'enseignement bien sûr, du savoir, mais les entrepreneurs privés, à qui nous devons garantir les conditions pour qu'ils gagnent de l'argent, mais qui doivent se conformer à cette ambition-là, et nous devons voir ensemble comment construire ce partenariat. Donc, nous, ce que nous avons prévu de faire, c'est de poursuivre tous les efforts qui étaient engagés, de les accélérer dans certains cas. Et puis, je crois que la Nouvelle République introduit, comme je l'ai dit, quelques nouveaux paradigmes. Et le plus important de ces paradigmes, c'est l'adéquation formation-emploi. Ça, c'est nouveau, d'en faire l'axe majeur au service duquel tout le système éducatif, donc l'enseignement supérieur, doit se mettre. Et ça, c'est nouveau, de s'assurer que quand nous prévoyons une filière, un cursus, un master, une licence, eh bien, les diplômés ont toutes les chances de trouver un emploi et pas de se retrouver chauffeur de taxi ou à faire des petits commerces après avoir passé 6-7 ans à l'enseignement supérieur. Donc ça, c'est nouveau. Et c'est nouveau et valable pour tout le monde. L'enseignement supérieur au Congo a une vitrine, c'est l'université Marien Ngouabi. Or, vous êtes sans ignorer que depuis quelques temps, je pense même depuis votre arrivée, il se multiplie de plus en plus des grèves, que ce soit des étudiants ou des enseignants. Déjà, de ce niveau-là, quels sont les précautions que vous prenez pour améliorer les conditions, non seulement des enseignants, on voit sur le plan matériel, vous avez parlé de la construction des amphithéâtres, c'est une très bonne chose, mais sur le plan humain, aujourd'hui, qu'avez-vous comme plan pour accompagner et les étudiants et sans
oubliés des enseignants? Alors bon, se multiplie, non, il y a eu une grève des enseignants, on va replacer les choses dans leur contexte, et il y a eu des débuts de grève d'étudiants qui ont été arrêtés assez rapidement. Ceci dit, c'est pas nouveau. Ce n'est pas nouveau pourquoi? Et nous n'allons pas nous en contenter. Ce n'est pas nouveau parce que je crois qu'il y a des problèmes structurels liés à l'enseignement supérieur en général et liés en particulier à l'université Marien-Ngouabi, auxquels pour l'instant nous n'avons pas tous les acteurs, enseignants, étudiants, mais aussi peut-être les pouvoirs publics, réussi à trouver la réponse structurelle appropriée. J'ai décidé de mettre en place un groupe de travail Marien-Ngouabi, comme il y en a un pour Denis Sassou Nguesso, comme il y en a un pour le numérique à l'enseignement supérieur, comme il y en a un pour l'enseignement supérieur privé, et enfin un pour les orientations générales à l'enseignement supérieur. Et au groupe de travail Marien-Ngouabi, il leur sera prescrit, on est en train de mettre en place, de proposer des solutions structurelles aux problèmes structurels. Ces problèmes structurels sont de plusieurs ordres. Ça concerne bien sûr les questions du financement de l'université Marien-Ngouabi, de son autonomie financière réelle. C'est pour ça qu'on parle du fonds. Ça concerne les enseignants. Nous avons, oui, problème en ce qui concerne le corps des enseignants, qui est insuffisant à Marien-Ngouabi, alors que nous avons Denis Sassou Nguesso qui arrive, alors que nous avons un enseignement supérieur privé qui n'a pas les moyens ni de former, ni même de rémunérer les enseignants de l'enseignement supérieur qualifiés. Donc c'est un problème global qu'on doit régler. Mais nous avons aussi, je l'ai dit, la question de l'adaptation de toute notre organisation académique et pédagogique au fait qu'il faut que nous aidions les étudiants diplômés à trouver facilement un emploi. Et je crois que quand on aura résolu toutes ces questions, il ne devrait plus y avoir ni de grève des enseignants, ni de grève des étudiants, sauf vraiment accident. Et j'espère aussi que nous allons créer un climat de dialogue pour construire ensemble ce projet Marien-Ngouabi. Dans ce groupe de travail, il y aura bien sûr les enseignants, il y aura leurs syndicats, et il y aura des syndicats des étudiants, il y aura bien sûr l'administration rectorale, il y aura des personnes ressources, et il y aura bien sûr le ministère que ça va représenter. Donc moi je leur ai dit, engageons-nous ensemble dans la construction d'un projet commun qui s'appelle Marien-Ngouabi, et si nous échouons, nous serons responsables ensemble. Donc qui va gréver, eux ou moi? Voilà, juste pour terminer par rapport à Marien-Ngouabi, on a vu ces derniers temps des informations circuler selon lesquelles les frais d'inscription vont augmenter la rentrée prochaine. Est-ce que vous le confirmez, monsieur le ministre? Oui, il y a visiblement eu quelques confusions dans la communication qui a été faite par le rectorat, puisque ce sont des décisions qui sont prises au niveau du comité de direction de l'université Marien-Ngouabi. Et à ce comité de direction, sachez-le, participent des représentants des syndicats d'enseignants et des syndicats d'étudiants. Et ensemble, ils ont convenu d'augmenter non pas les frais d'inscription à tous les niveaux, mais des frais d'inscription pour ce qui concerne les filières doctorales, à un taux qui a été convenu, accepté par tout le monde. Visiblement, quelques étudiants s'en émeuvent. Visiblement, dans la communication, un amalgame est fait et on a tendance à dire que c'est de façon générale. Non, je confirme, j'insiste. Il s'agit des filières doctorales pour lesquelles, oui, on a considéré qu'une certaine participation améliorée pouvait être demandée à ceux qui atteignent ce niveau-là et qui disposent en général de la bourse ou d'un salaire ou d'un appui institutionnel ou international. Donc, je crois que nous allons demander au rectorat de mieux expliquer la décision et les inquiétudes vont se dissiper. Est-ce que cela aura un impact, par exemple, sur la situation des étudiants qui sont à l'extérieur? Par exemple, ici, vous avez été la journée avec le GES. On sait aussi que la situation sociale des étudiants à l'étranger n'est pas aussi facile. Est-ce qu'aujourd'hui, vous avez un plan spécifique? On a bien compris que vous êtes assez volontaire pour accompagner, notamment cet organisme, par rapport aux étudiants de sa circonscription. Or, on sait par exemple qu'en Afrique de l'Ouest, il y a des étudiants qui sont dans des conditions assez difficiles. On voit aussi du côté de de l'Europe de l'Est. C'est aussi notamment dans des pays où les situations en crise, un peu comme l'Ukraine, c'est un peu compliqué. Aujourd'hui, comment est-ce que vous analysez tout ça et qu'est-ce que vous avez dans votre judiciaire, monsieur le ministre? Ce que je crois qu'il y a d'urgent à faire, nous l'avons dit, c'est de moderniser le suivi des étudiants, qu'ils soient boursiers ou non. Si aujourd'hui vous me demandiez de vous donner tous les détails sur chaque étudiant congolais là où il est, j'en serais incapable.
Nous suivons assez bien les boursiers, c'est normal, parce qu'ils bénéficient de la bourse, il faut qu'on puisse les payer, donc on sait où ils sont, on sait où ils étudient, on suit leurs études, parce que s'ils échouent, la bourse est suspendue, et parce qu'il faut la renouveler quand ils réussissent leurs examens. Donc on peut considérer aujourd'hui qu'on a une maîtrise assez bonne de la situation des étudiants boursiers. Il est clair qu'aujourd'hui, tous les étudiants congolais n'ont pas la bourse. Nous avons aujourd'hui environ 16 000 boursiers. À l'Université Marien Ngouabi, il y a 30 000 étudiants ou un peu plus. Il y en a 16 000 en enseignement supérieur privé. À l'extérieur, aujourd'hui, je n'ai pas le chiffre exact, mais je crois qu'on ne peut pas être en dessous de 20 000. Donc, si on est à environ 70 000 étudiants, qu'il n'y en a que 16 000 qui ont la bourse, donc c'est clair qu'il y en a un certain nombre dont les parents n'ont pas forcément les ressources pour les soutenir là où ils sont, y compris au Congo-Brazzaville, qui sont des conditions difficiles. Nous allons nous battre pour essayer, par le biais des accords de coopération, mais aussi peut-être d'un effort que le gouvernement est prêt à faire, à augmenter progressivement le nombre de bourses pour les porter à 20 000 assez rapidement, et puis on verra. Mais il est clair qu'il est difficile d'imaginer que nous puissions accorder aujourd'hui, encore comme par le passé, des bourses à tous les étudiants congolais. Donc, quelques-uns ont des parents, ont des soutiens, d'autres auront quelques difficultés. Mais l'amélioration du suivi des étudiants, y compris les non-boursiers, je l'espère, devra nous permettre de trouver toutes les niches par lesquelles, y compris les non-boursiers, pourront trouver des solutions de logement, pas très chères, auprès des pays où nous les aurons autorisés à partir, peut-être de bourses additionnelles, peut-être de solutions individuelles. On peut être étudiant et on donne des cours à l'université où on est inscrit. On peut être étudiant et puis on est chargé des TD, travaux dirigés. On peut être étudiant et puis être assistant dans un laboratoire. Et donc, on a quelques ressources. Nous allons, en améliorant le suivi des étudiants, en améliorant aussi l'application des accords de coopération que nous avons avec plusieurs pays, essayer, pour ceux-là qui n'ont pas la bourse et dont les parents n'ont pas des ressources suffisantes pour leur apporter le confort qui convient, de trouver toutes les niches, toutes les solutions, toutes les ficelles pour essayer d'améliorer leur situation. Et puis, j'espère que l'un dans l'autre, ainsi, ce que vous dites, qu'il faut pondérer, parce que les étudiants souffrent, c'est pas tout à fait ça, parce que autant que possible, la bourse elle est payée, il est rare que nous ayons 6 mois de retard. Le trimestre est généralement payé dans le mois qui suit la fin du trimestre. Pour l'instant, c'est comme ça que ça fonctionne. On verra si on peut améliorer. Donc, je crois qu'on n'est quand même pas dans des situations dramatiques. Je voyage beaucoup, y compris quand j'étais ministre de la Recherche. Et partout où j'ai rencontré des étudiants, c'est difficile, mais c'est pas dramatique. Mais on va essayer de faire mieux que ça. Merci. Une question peut-être qui fâche, justement concernant le paiement des bourses. En fait, le paiement des bourses intervient souvent en fin d'année scolaire. Et du coup, on perd un peu la pertinence d'accompagner justement les étudiants dans leurs dépenses au cours de l'année scolaire. Est-ce que pendant les réunions que vous avez pu tenir aujourd'hui, des pistes de solutions ont pu être élaborées en fait? Non, je crois qu'il y a urgence à ce que nous puissions améliorer notre communication en enseignement supérieur. C'est ce qu'on va faire. Nous avons prévu de mettre en place un site internet pour le ministère. Le travail est à 70% à peu près accompli, et puis un certain nombre d'autres instruments de communication. Je suis heureux parce qu'ici à l'OGES, il y a un site internet, mais peut-être qu'il faut qu'il le fasse connaître davantage. Non, on ne paye pas la bourse à la fin de l'année parce que nous sommes au mois de juillet et ça fait 2 mois qu'on paye le premier trimestre 2016. Bon, c'est quand même pas la fin de l'année. Et nous sommes en train de travailler pour que le deuxième trimestre soit payé, si tout va bien, dans les semaines qui suivent. Alors qu'il arrive qu'il y ait des retards, c'est vrai, mais pas à ce point-là. Mais bon, je crois que nous devons améliorer la communication et nous allons voir comment nous pouvons améliorer les conditions de règlement des bourses. Aujourd'hui, on paie la bourse à la fin du trimestre. Peut-être que ce n'est pas l'idéal. Aujourd'hui, on ne donne la bourse qu'après une première année réussie. Peut-être que dans certains cas particuliers, on pourrait faire un effort. Je pense que si nous voulons pousser nos jeunes bacheliers qui se sont montrés les meilleurs dans leurs résultats à entrer en classe préparatoire, leur annoncer qu'ils vont en classe préparatoire sans bourse, c'est peut-être pas une bonne idée. Donc, on va voir comment on peut mitiger tout cela, on peut nuancer cela de façon à ce que on arrive à améliorer la situation, mais c'est pas la fin de l'année, non.
Je ne crois pas. Au niveau de la conjoncture internationale, en fait, on voit très bien que l'État a du mal. Les finances sont quand même assez compliquées aujourd'hui par rapport au cours du baril. Est-ce que les efforts que vous avez évoqués par rapport aux étudiants, est-ce que l'État continuera à soutenir l'enseignement supérieur et aussi les étudiants aujourd'hui, qu'ils soient locaux ou encore ici à l'étranger? Oui, bon, c'est vrai que la conjoncture n'est pas exactement la même que celle que nous avions il y a 2 ans ou 3 ans. Nous sommes encore trop dépendants, on en est conscient, on travaille pour réduire cela, pour diversifier l'économie, pour développer d'autres secteurs de croissance, ils sont connus, mais pour l'instant on est encore trop dépendant des ressources pétrolières. Mais l'État vient d'adopter un budget rectifié. On fait cet exercice pourquoi? Pour constater qu'on a moins de ressources et adapter nos dépenses à ces ressources. On l'a fait aussi pour des raisons institutionnelles, puisque nous avons une nouvelle constitution qui institue un Premier ministre, qui réorganise le gouvernement, il fallait s'adapter à cela aussi. Et donc nous venons d'adopter, il est en cours d'examen au Parlement, un budget qui normalement est en adéquation avec les ressources sur lesquelles nous pouvons compter d'ici la fin de l'année. Et dans le cadre de ce budget, oui, je vous confirme que toutes les mesures que je viens d'annoncer sont parfaitement prises en compte. Et si on les a prises en compte, c'est qu'on a les moyens. Mais je voulais aussi dire que même dans cette conjoncture qui n'est pas la plus brillante qui soit, le gouvernement a annoncé qu'il y a un certain nombre de choix, de décisions qui ne seraient pas remises en question. Par exemple, l'évolution du point d'indice pour les salaires des fonctionnaires. Nous évoluons progressivement année après année pour le faire passer de la valeur 200 à la valeur 300. Le président, le gouvernement a annoncé que ça, on n'y touchera pas. Le gouvernement a annoncé que, en ce qui concerne les salaires, on veillera à ce qu'ils soient payés régulièrement à bonne date. Le gouvernement a annoncé qu'en ce qui concerne les bourses, le gouvernement veillera à ce qu'ils soient payés à bonne date. Il y a un certain nombre de mesures sociales qui ont été prises, sur lesquelles il n'est pas question de revenir. La gratuité d'un certain nombre de services sanitaires, de santé, d'actes médicaux, pardon. Il n'est pas question qu'on y revienne. Il y a même quelques choix en matière d'infrastructures sur lesquels on a dit qu'on ne reviendra pas, que nous allons nous efforcer de les réaliser. Et donc, par exemple, l'Université de l'administration Guesso est maintenue comme une priorité à laquelle nous tenons à faire face d'ici la fin de l'année. Donc, non, on n'en est pas encore à la remise en question de tout. Non. Et donc, oui, ce que j'annonce, ce dont je parle, est prévu par le budget de l'État et donc j'ai bon espoir que ce sera réalisé. Merci. Voilà, donc voilà, mesdames et messieurs, vous avez suivi donc cette interview avec Bruno Jean-Richard Itoi, qui est donc le ministre congolais en charge de l'enseignement supérieur. Il a passé toute une matinée ici à Paris, bien sûr, aux côtés des personnalités qui gèrent l'enseignement ici au Congo, notamment à l'OGES, afin de s'enquérir de la situation des étudiants congolais, puisque vous le savez, il vient de prendre ce ministère il y a à peine 2 mois. Il était à la recherche. Aujourd'hui, il est à l'enseignement supérieur. Donc vous l'avez entendu, vous avez bien compris qu'aujourd'hui l'État congolais continue à garder ses ambitions par rapport à ce qu'il veut pour les cartes de demain, faire de Brazzaville un nouveau pôle attractif afin que les étudiants qui viennent de toute l'Afrique viennent s'y former, viennent faire leur maturité. Et aujourd'hui, vous l'avez entendu, Bruno Jean-Richard Itoi expliquer que l'État garde les mêmes ambitions, que les bourses resteront comme telles et aussi que l'information qui a circulé selon laquelle les frais ou encore certains, notamment pour les filières doctorales, vont être augmentés, bien sûr, et cela va rentrer d'ici l'année prochaine. Voilà, donc, mesdames, messieurs, vous avez bien compris qu'on reste ici pour nous, Ziana TV, toujours au cœur de l'information, afin de vous permettre de pouvoir continuer à suivre la situation, notamment celle qui concerne les étudiants. Voilà. Donc c'était une journée avec Bruno Jean-Richard Itoi, aux côtés des personnalités de l'ambassade du Congo et surtout de l'OGES. Donc l'OGES est un organisme qui est chargé de gérer les étudiants et les stagiaires congolais ici en France, et donc la circonscription Europe occidentale et Amérique du Nord. Voilà donc, mesdames, messieurs, merci d'avoir suivi Ziana TV. Merci à Noko Kumunga Koso pour les images. Merci à vous aussi, de plus en plus nombreux, à avoir un intérêt certain pour les contenus que nous vous proposons. Portez-vous bien et à la prochaine fois. Au revoir.